Tabernacle défoncé, hostie consacrée volée, l'église Saint-Augustin de Saint-Claude a été profanée. Un acte de malveillance qui se produit en plein carême pour les catholiques. La communauté paroissiale est sous le choc. Reportage d'Isabelle Hameau et de Patrick Curie dans cette édition. Effet placebo ou début de redressement, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a annoncé une aide exceptionnelle de 20 millions d'euros pour le CHU de Pointe-à-Pitre. Gabi Clavier, secrétaire générale de l'UTS-UGTG, est notre invitée. Et nouvel échec des NAO, les syndicats ont quitté la table des négociations aujourd'hui face à ce qu'ils appellent l'intransigeance patronale. L'éclairage de Karen Diamin dans cette édition. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver à la une de ce journal, la profanation de l'église Saint-Augustin de Saint-Claude. Elle a été vandalisée, saccagée dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le curé de la paroisse qui a découvert l'ampleur des dégâts. La communauté paroissiale est sous le choc. Reportage sur place d'Isabelle Hameau et de Patrick Curie. C'est par cette fenêtre que l'un des deux malfaiteurs est entré dans l'église en glissant sur ce poteau, où l'on y voit encore des traces de doigts, pour ensuite ouvrir l'une des portes à son complice. Les deux hommes ont tout saccagé, le tronc où se trouvent les offrandes a été vandalisé ainsi que la sacristie. Le plus odieux pour le curé a été de découvrir la profanation du tabernacle. À partir du moment où ils ont touché au tabernacle, nous sommes rentrés dans celui qui est sans doute le fait le plus exécrable et qui est la profanation. C'est-à-dire qu'on a manqué du respect à la présence réelle du Christ ressuscité tel qu'il nous a laissé dans le sacrement de l'Eucharistie. Au-delà du fait en lui-même, il y a aussi le fait de bafouer les principes de foi qui animent depuis longtemps toute une population. Et il va de soi que la foi chrétienne en Guadeloupe est une référence sûre. Et lorsque l'église est profanée, elle ne peut plus être employée pour célébrer des cérémonies religieuses. Un acte de réconciliation en guise de pardon sera célébré ce vendredi à 18 h. À l'heure convenue, on se rassemble, on rappelle les faits et surtout, on commence déjà de l'extérieur de l'église à demander à Dieu de nous pardonner et que nous retrouvions le sens du sacré de ce lieu qui est le lieu de sa présence. Et que donc nous entrions par ces portes d'un nouvel esprit. La mairie en charge du lieu de culte ne peut rester insensible à cet acte de vandalisme. Nos premiers gestes ont été un peu je dirais, calmer un petit peu la ferveur populaire parce que devant cela, la population a été particulièrement atterrée. Donc nous avons vu avec le père Sandro comment on pouvait déjà pallier, parce qu'il y a quand même des manifestations, il y a des mariages, il y a des choses qui sont prévues. Donc dans un premier temps, on a vu un peu avec la sono, mais en fait ce n'est pas tout puisqu'il y a quand même une dégradation même des bâtiments, dégradation même du mobilier. Donc nous allons voir un peu de quelle manière nous pourrons accompagner l'église pour pouvoir rétablir tout cela. Pour l'heure, les cambrioleurs sont toujours recherchés par la gendarmerie. L'église rouvrira ses portes dès samedi matin. Bien que rare, ce n'est pas la première fois qu'une église est profanée en Guadeloupe. Le dernier acte de vandalisme de ce genre remonte à 2005, selon l'Observatoire de la christianophobie. Que pensez-vous de la profanation d'un lieu saint en plein carême? C'est la question que nos reporters vous ont posée. C'est pas une histoire en plein carême. Le carême, c'est une situation d'homme. C'est pas une histoire de carême. C'est vrai que ça peut blesser parce que c'est pendant le carême. Mais c'est pas une histoire de carême. C'est une histoire qu'il n'y a plus de respect, plus de morale. C'est ça qu'il faut noter. C'est pas une bonne chose de toute manière. Personnellement, je trouve que c'est injuste. Ces gens-là ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Je pense que c'est un peu de l'indiscrimination. Je pense parce que, après, je pense que s'ils l'ont fait, c'est pour une raison. Mais d'un côté, pour les croyants et tout, c'est quand même dur, quoi. Mais je pense que c'est n'importe quoi. On ne devrait pas faire ça. Je ne suis pas d'accord pour que les gens font ça. C'est ce que j'ai à dire, tout simplement, pas plus. Ça ne fait pas bien. Il faut pas accepter ça. Normalement, il ne faut pas faire ça.
Même 2-3 personnes ne doivent pas mettre ça dans leur tête pour que je vais faire de mal. Les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils choisissent le bon moment aussi. On est en période de carême, on sait très bien ce que ça veut dire le carême. C'est rentrer, fréquenter les églises différemment, prier et autre chose. Hein. Mais là, les gens qui ont fait ça sont, je ne peux pas dire qu'ils sont impardonnables, parce qu'ils ne savent pas la valeur des sites religieux. C'est pas normal. Il faudrait faire un peu plus d'éducation, je pense. Surtout au niveau religieux. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et oui, c'est que les jeunes, les parents sont responsables de ça. On est élevé quelle que soit la religion. Hein. Il faut apprendre à ses enfants les principes de la vie. Je pense que c'est mal puisque voilà, c'est une église quoi. C'est un endroit où il faut être respectueux, bien. Voilà, c'est un endroit sacré. Donc c'est pas un endroit saccagé quoi. Pour moi, c'est dramatique, quoi. Parce que, bon, j'imagine que ce sont des jeunes qui sont à l'origine de ça, qui n'ont pas de travail. Ça a été profané, c'est dommage. Ce sont des gens qui ne croient en rien du tout et qui vivent comme ça leur plaît. Mais j'ignore s'ils seront condamnés un jour par Dieu parce que c'est vraiment quelque chose qui est interdit par Dieu, quoi. Et non loin de cette église, un accident s'est produit ce matin aux alentours de 11h à Saint-Claude, en direction de Matouba. Comme vous le voyez sur ces images d'Isabelle Hameau et de Patrick Curie, un chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, percutant une voiture en stationnement. Le passager a été légèrement blessé au bras et à l'épaule. Le conducteur ne possédait pas de permis de conduire. Il a été interpellé par les gendarmes. L'autre temps fort de votre journal de ce jeudi, c'était la visite de Marisol Touraine en Guadeloupe pour 24 heures. Un déplacement marquant une première étape de plusieurs jours aux Antilles pour tenter de réaffirmer le soutien de l'État dans la lutte contre le virus Zika. Elle a entamé son marathon par une rencontre avec l'ensemble des services de l'État et des collectivités au SDIS de Dotémar aux Abîmes. Linda Kayarsi était sur place. Plus d'une heure d'échange et au final, 2 mots d'ordre. Vigilance et prévention. Nous sommes toujours pour la Guadeloupe en phase pré-épidémique, mais nous devons être extrêmement vigilants. Et ma présence ici, elle est à la fois pour alerter sans alarmer, pour soutenir les actions qui ont été engagées, pour faire en sorte que nous puissions renforcer la lutte antivectorielle notamment. Et dans la lutte contre le Zika, les femmes enceintes restent la priorité du gouvernement. Ces femmes enceintes bénéficieront d'un suivi renforcé avec une échographie chaque mois pour suivre l'évolution de la grossesse. Et ces échographies sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale et la femme concernée n'aura même pas besoin d'avancer le prix de l'échographie. Elle sera prise en charge en tiers payant. Une vigilance accrue donc, avec près de 400 cas identifiés en Guadeloupe. Des renforts sont déjà arrivés ici en matériel sanitaire. Des renforts de pompiers vont arriver en Guadeloupe pour soutenir les travaux du SDIS. Des coordonnateurs des actions engagées sur le terrain sont également prévus d'ici peu de temps. La dengue, le chikungunya et aujourd'hui le Zika. La guerre est de nouveau déclarée contre le moustique, vecteur de ces maladies. Et notre archipel résiste bien au virus Zika. Pour le moment, seuls 200 cas ont été enregistrés depuis plusieurs semaines. Les actions de prévention se multiplient sur le terrain. Les plus jeunes sont également intégrés dans cette campagne. Un outil pédagogique interactif nommé le SAPIC a même été conçu spécialement pour les sensibiliser aux risques liés aux piqûres de moustiques. Démonstration en présence de Linda Kayarsi. Quels sont les signes qui nous montrent que une personne est infectée par le Zika? Oui. Les vomissements. Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez? De la fièvre. Dans cette classe, tous les élèves connaissent sur le bout des doigts les symptômes liés au virus du Zika. Et pour cause, depuis plusieurs mois, ils expérimentent le SAPIC. Donc le principe, c'est de les éduquer, qu'ils comprennent, qu'ils adoptent des connaissances, qu'ils comprennent comment fonctionne un moustique, mais aussi des compétences, de manière à ce que justement, pour eux, ils sachent qu'il faut se préserver parce que la santé est quelque chose d'important. Conçu de façon ludique, le SAPIC est avant tout un outil numérique interactif. Ici, pas de tableau noir et de craie. La lutte antivectorielle s'adapte aux nouvelles technologies.
On compte environ 3500 espèces de moustiques dans le monde. Les moustiques sont présents sous toutes les latitudes. Alors l'outil fonctionne, comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, avec des séances et des séquences qui sont au format papier, que les enseignants vont pouvoir utiliser, améliorer et adapter à leur classe, mais également aussi un DVD interactif. C'est un DVD où les enfants aussi ont accès à des données, à des photos, à des jeux. Et c'est le principe un peu, c'est que ça soit sous forme de jeu et qu'ils aient l'impression d'être dans un jeu vidéo comme ils affectionnent particulièrement. Aujourd'hui, 5 écoles expérimentent le SAPIC. L'Académie de Guadeloupe compte produire l'outil numérique à plus de 300 exemplaires. Et contre le Zika, il n'existe pour le moment ni vaccin ni traitement pour se protéger des moustiques. Une seule solution, la prévention. Après l'état d'urgence décrété par l'Organisation mondiale de la santé, toutes les communes de notre archipel ont été appelées à mettre en place des actions pour prévenir le développement du virus. La ministre a pu constater de visu les différentes actions menées à Bemao. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. À Bemao, on sait lutter contre le vecteur du Zika. Le moustique transmet également la dengue et le chikungunya. L'expérience de la ville en matière de prévention et de lutte antivectorielle a attiré l'attention de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ce sont des gîtes potentiels parce que nous savons que ces moustiques, ce ne sont pas des moustiques qui aiment les eaux sombres, somates, mais ce sont des moustiques qui sont aristocrates, comme on le dit chez nous. Une visite de terrain pour la sensibiliser, mais aussi pour montrer l'organisation des services de santé de la ville en collaboration avec l'Agence régionale de santé et le service départemental d'incendie et de secours. Il y a une très grande mobilisation sur le terrain pour faire face à l'arrivée de l'épidémie Zika. L'épidémie n'est pas encore en Guadeloupe, mais elle va arriver à un moment qu'on ne peut pas déterminer. Et on a besoin pour cela de la mobilisation de tous, et notamment pour la lutte antivectorielle. Les agents des collectivités se mobilisent, les élus, l'agence régionale de santé qui donne des orientations, qui accompagne les actions locales. Tout cela va dans le très bon sens. On a mis en place un groupe interservice prévention moustique avec une adresse mail préventionmoustique@bemao.fr. Le dispositif prévention moustique lancé lors de l'épidémie de chikungunya est appliqué pour le Zika. Les équipes sont bien rodées, les brigades en charge de la destruction des gîtes larvaires visitent les habitations, les maisons de quartier, mais aussi les garages et les réparateurs de pneus. Tous les terrains propices à la prolifération du moustique Aedes aegypti. Nous passons régulièrement avec les collègues pompiers, nous passons chez les gens, nous désolons les gîtes, nous leur faisons l'éducation sanitaire, nous leur montrons aussi les gîtes, nous leur montrons aussi les moustiques, parce qu'il y en a plusieurs espèces, mais enfin nous savons tous que c'est le moustique Aedes aegypti qui transmet le virus de la dengue, du chikungunya, du Zika. Les effectifs sont malheureusement insuffisants. Marisol Touraine a promis des renforts en hommes, mais aussi en matériel. Nous sommes 34 agents sur le terrain et c'est insuffisant. Bon, il a fallu l'aide du SDIS parce que vraiment ils ont fait du bon travail avec nous. Mais comme je viens de répéter encore, on a cette année-ci 5 départs à la retraite. L'an prochain, on sera 6, voyez-vous. Alors, au fur et à mesure, d'année en année, les effectifs baissent. Donc, il n'y a pas suffisamment d'agents pour faire ce travail. Merci, au revoir encore. Madame Touraine l'avait promis au président Chalus, la ministre de la Santé est venue et a assuré de son soutien. Très attendu au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, la ministre de la Santé a annoncé une aide supplémentaire de 20 millions d'euros qui sera débloquée dans les prochaines semaines. Gaby Clavé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'UTS-UGTG. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de notre consoeur qui a justement consacré un reportage à cette visite de la ministre au CHU. Et je reviendrai après vers vous sur les questions, ces annonces et sur les questions de santé publique en Guadeloupe. Pas de souci. Face à la menace du Zika, à la protection maternelle et infantile, du CHU, une attention particulière est portée aux femmes enceintes. Actuellement, on fait avec les moyens, on travaille plus. On fait avec les moyens qu'on a, on jongle et on multiplie le nombre de vacations des personnels. On fait avec les moyens, mais il est question justement, avec la visite du ministre, de mettre les choses à plat et de travailler, de se donner les moyens d'être prêts.
Le suivi médical et la prise en charge ont été également renforcés compte tenu du risque potentiel que fait courir le virus sur le bon développement du fœtus. En plus des 3 échographies qu'on leur fait, 12 semaines, 22 semaines et 32 semaines, on introduit 2 autres échographies à 28 semaines et à 36 semaines. Ce qui veut dire s'il apparaît d'autres signes cliniques en fin de grossesse, on peut toujours les voir à ce moment-là, soit à l'échographie de 36 semaines, soit à l'échographie de 32 semaines. Il n'est jamais trop tard pour dépister un problème. Bien sûr, même si aujourd'hui la Guadeloupe reste en phase pré-épidémique, les moyens humains et matériels manquent. Après une présentation succincte des besoins de la PMI, la réponse de la ministre ne s'est pas fait attendre. L'arrivée prochaine de 2 échographes, mais surtout le déblocage d'une aide supplémentaire de 20 millions d'euros pour le CHU. Ma volonté, c'est que l'offre de soins en Guadeloupe soit de meilleure qualité et soit au rendez-vous des attentes des Guadeloupéens. Je n'ai cessé de m'engager aux côtés des professionnels de santé dans ce département depuis que je suis aux responsabilités. Je veux rappeler que depuis 2012, ce sont 180 millions d'euros déjà qui ont été apportés au CHU. Et je ne parle pas des autres structures, je pense par exemple au centre hospitalier de Basse-Terre qui a lui aussi reçu des financements exceptionnels. En attendant en Guadeloupe, 2 femmes enceintes atteintes par le virus font l'objet d'une étroite surveillance. Gaby Clavier, 20 millions d'euros d'aide supplémentaire pour un hôpital qui se meurt. Est-ce que, quand il est là, l'UTS-UGTG qui a dit boulot bravo? D'abord, pour l'hôpital la prête pas mort. À pas ça rapport à l'Acadie? Non, à pas ça l'Acadie, mais il n'a pas dit non plus qu'il est mort. Mais ça qui a surpris nous, ça qui a gêné nous encore une fois, c'est qu'il ne peut pas d'aide comme si c'était un faveur, comme si c'était un faveur qu'on fait le CHU de financer l'activité, puisqu'il a rappelé que son établissement, un CHU, établissement de premier recours, mais établissement de référence qui nie en lot activité qui est liée à l'obligation de service public qui est signé pour maintenir en bonne santé. Donc, premier but, nous peut dire que ne peut pas comprendre que les gens peuvent parler d'aider un hôpital public et qu'ils sont ministres de la République. Mais laissez un hôpital public qui a ouvert près de 200 millions d'euros depuis 2010. Il a dit ça? C'est surprenant qu'il peut avoir 200 millions d'euros pour rien. Il y a 200 millions d'euros par activité, obligation de recevoir, de soigner, de payer personnel, de payer fournisseurs, de soigner malades, d'acheter médicaments, qu'à supposer qu'on ait l'argent pour ça. Chose là, ça est passé. C'est ça par contre qu'il faut comprendre. C'est que l'hôpital, là, tout l'hôpital public, il est obligé de rentrer dans ce système marchand là. Ça veut dire que pour faire l'argent, pour être rentable, il faut soigner de plus en plus de monde, il faut faire de plus en plus de clients. Donc, autrement dit, plus on est malade, plus l'hôpital là, normalement, qui fonctionne normalement. Ce n'est pas normal qu'il y ait imposé un établissement public de santé, ville rentable, pour payer l'obligation qui a été signée. Donc c'est pour ça que nous avons dit question à aide là, question d'intervention exceptionnelle qui est au pays dans l'hôpital, ce n'est pas normal qu'un ministre de la Santé dit de tels propos. Et est-ce que c'est normal que l'IGAS, qui fait un rapport, qui fait un lot de préconisations, que rien pas fait? Est-ce que ça, c'est normal? Oui, mais IGAS là, dernier IGAS là qui est sorti là, c'est un rapport qui est déjà sorti depuis 2003. 3e, 4e, 5e IGAS, Assemblée nationale des comptes fait même constat là. Même conclusion là. Nous avons des ordres généraux au CHU en termes de managériat, en termes de comptabilité, en termes de fonctionnement. Mais c'est justement ça, nous, quasi depuis 3 ans. Est-ce que l'État paniquois dit justement, mais j'attends pour mettre ça en application? Oui, mais qui m'a dirigé l'hôpital là? C'est l'État. C'est fonctionnaires, les dirigeants de l'hôpital, c'est l'État qui a nommé, c'est qui a contrôlé, c'est qui a, autrement dit, avec les administratifs. Avec les administratifs, avec les personnels. Et nous, syndicats singulièrement, combien de fois nous dénonçons le dysfonctionnement de l'hôpital? Combien de fois nous disons comme ça qu'à partir du directement l'équilibre financier, nous avons de déséquilibre dans l'hôpital là. Et donc, après, nous contraire vont conseiller, que finalement, il faut changer de méthode. Ils sont d'accord, ils n'ont pas qu'à coupler, ils n'ont pas qu'à placer la reconstruction à condition que nous retournions à l'équilibre. Ils sont d'accord à examiner tout dysfonctionnement de l'hôpital là, parce que même si vous mettez 10, 20, 30, 40, 50 millions d'euros, on est en série de problèmes qui posent au CHU, il faut traiter au fond. Donc, nous disons que ça nous fait 2 ans. 2 ans, nous disons comme ça, que c'est vrai que depuis le bureau des entrées, la malade admise jusqu'à ce qu'elle est sortie, l'hôpital a dysfonctionné, il a mal marché. Donc, on nous cisait pour nous parler, vous ne pouvez pas. Je dis là, nous disons c'est 20 millions d'euros parce qu'effectivement, on aide d'urgence qu'on a dit pour l'hôpital là. Mais à terme, c'est près de 60 millions d'euros qu'il faut pour l'hôpital là, puis il faut fonctionner. Parce que d'autant qu'on a rappelé, en plus de reconstruction à l'hôpital là, on est assuré le quotidien.
je dis là, dans certains services, malades, panier, manger correctement, hein, dans certains services, personnel qui a acheté matériel pour le travail, qui papier, dans le personnel au bloc en mouvement dernièrement, parce qu'il n'y a peut-être une bétadine pour soigner le monde. Donc, il y a des dysfonctionnements liés très certainement à la question de l'approvisionnement, et question également à déclenchement à la situation d'alerte de l'approvisionnement, mais qu'il y ait également au fait que, je dis là, l'hôpital La Pointe a doué des fournisseurs des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Tant que tous ces problèmes-là, ça peut être traité de manière continue, constante, de manière dynamique, avec bien évidemment les représentants du personnel, avec bien évidemment le personnel, nous sommes venus dans une situation de crise qui a fait que les fournisseurs n'ont pas payé, le personnel angoissé, les conditions de travail pas bonnes, et les malades le moins en moins satisfaits de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que nous disons, je dis là encore, dans le cadre d'un projet de reconstruction, c'est l'occasion pour tout le monde de l'hôpital, pour tous les professionnels de l'hôpital qui heureusement pour nous encore confiance à la population-là, c'est l'occasion pour nous de déposer sur table toutes ces dysfonctions-là, c'est de traiter. Autrement dit, pour Peuple Guadeloupe, qu'est-ce qu'a proposé l'ITS-UGTG? Ça nous a proposé carrément, je dis là, c'est que nous avons un avantage. Premier avantage, c'est le personnel là. Nous avons un moyenne d'âge personnel là, 3000 agents titulaires, moyenne d'âge 40 ans. Son potentiel extraordinaire, des gens qui sont formés, qui sont bien formés et qui choisissent le métier. En nous, à pied, nous, c'est ces gens-là pour aller plus loin. Qui au plan des soins, qui au plan technique, qui au plan administratif. Et donc, il faut un véritable projet social qui est couplé avec le projet médical là, qu'il va mettre là. D'autant que nous disons là que le projet médical du CHU, à part le projet médical du CHU encore, c'est le projet médical des établissements publics de santé de Guadeloupe, carrément de la santé en Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'il va décider, dans la nouvelle loi hospitalière là, à partir du 1er juillet 2016, de créer un GHT, un groupement hospitalier de territoire. Son nouvel hôpital, son hôpital qui a fusionné tout restant de l'hôpital là en entourant un projet médical partagé commun, unique. Nous avons dit, si nous avons un projet médical partagé commun unique, il faut des process de fabrication, il faut des rapports sociaux rénovés, il faut des plans de formation particuliers, il faut prendre en compte les pénibilité à travailler à les personnels de santé. Il faut prendre en compte également ça malade la misère tous les jours pour y payer. Vous êtes inquiet à ces contenus-là, finalement, à ces hôpitaux neufs-là qui ont fait? Non, nous ne sommes pas inquiets, puisque, encore une fois, c'est des effets dans le moment. Ça, l'État a dit, on va mettre 590 millions d'euros. Parole en bouche-pachage? Bon, tout ça, on va mettre 590 millions d'euros. Ne pas oublier que Copermo, en mars 2015, il dit qu'il bitait. Il a payé 590 millions d'euros, il a vérifié que 590 millions d'euros effectivement affecté à la reconstruction, mais il ne pas mettre un centime de plus en déficit. Chose là, il a dit, OK, nous avons compris, nous paraît à payer le déficit là, en même temps payer la reconstruction là. En même temps, il a dit que le CHU fait lien avec d'autres hôpitaux pour faire des économies d'échelle. Mutualiser les moyens, qui technique, qui logistique, qui cuisine, qui buanderie. Donc, autrement dit, union compte tenu de l'offre de soins hospitaliers publics qui est relativement diffus. Donc, nous ne pouvons pas voir clair. En plus, au quotidien, nous ne pouvons pas avec non plus. C'est pour ça que nous avons dit que là, nous comptons avec le conseiller ministre l'après-midi là, tant que nouveau directeur là, parce que nous avons un nouveau directeur qui est en poste depuis septembre 2015, tant que nouveau directeur là, peut mettre à plat toutes ces dysfonctions là, ça. Là, il faut les digas s'arrêter, monter et descendre, parce qu'en 4 jours... Il faut appliquer ça, les Gascadi aussi. Absolument. Ah, ben, pas nous qui avons décidé d'appliquer. En tout cas, ça nous a dit que nous avons une série de digas... Vous-même pour y appliquer. Mais tous les jours, nous avons fait. Nous avons une série de digas qui a venu, il a été 4 jours en Guadeloupe, il a fait un rapport à 50-70 pages, il a parti, 6 mois après, il a viré, un autre rapport a tombé, 6 mois après, c'est un valse de digas. Or, les mises, parce que par ailleurs, nous ne pouvons pas attendre. Mais vous venez ça en prochaine fois dans le journal-là, il faut nous continuer, il faut nous poursuivre le journal-là. À l'approche de l'ouverture de la récolte de la canne prévue désormais le 9 mars en Guadeloupe et à Marie-Galante, les négociations annuelles obligatoires ont échoué également aujourd'hui. Le reportage de Karen Diama. Après près de 2 heures de discussion et 2 suspensions de séance, il semble que les négociations de la filière canne ne soient toujours pas sur le point d'aboutir. Pour cause, les syndicats ont quitté la table. Là, nous peut dire que l'INAO, nous frappons un coup de tonnerre aujourd'hui là, pas d'avoir. La partie partenaire n'a pas qu'à respecter nous à notre table là. Ils viennent avant proposition de 8 € d'augmentation généralisée pour tous ces ouvriers là. Après suspension de séance là, nous disons que si vous voulez que nous discuter à l'entour à 8 € là ça, nous faisons discuter sur 5 points. Ça veut dire que ça veut dire nous faisons concession. Nous acceptons supprimer 10 points dans la plateforme en nous pour nous discuter qui des 5 points qui c'est avancement des étapes, qui c'est ticket restaurant, qui c'est augmentation de salaire, qui c'est augmentation de panier de nuit. Là, ils viennent après suspension à eux, ils disent non, ils n'ont pas qu'à discuter sur ça. Et dernière proposition à eux, c'était 10,75 €.
nous avons dit non, respectez-nous à l'entour rentable, respectez-nous. Augmentation de salaire, nous arrêtons à 28 €. Ça veut dire que nous avons demandé la partie patronale, c'est que les que pareil pour négocier, créez-nous à l'entour rentable. Une proposition irrespectueuse selon les syndicats, mais qui émane d'une volonté ferme de prendre en compte le véritable coût de la vie. On est tombé d'accord sur le principe d'une négociation de l'ensemble des points qui ont un impact économique. Et lorsque la partie patronale a proposé à l'intersyndicale une augmentation des salaires équivalente à celle qu'a connue le SMIC, l'intersyndicale s'est levée et a quitté la salle de réunion. Nous allons reconvoquer et sur la base des éléments que nous avons eus cette fois-ci, nous allons travailler à un autre projet d'accord. Toute cette décision a un impact sur toute une filière et nous devons de maintenir l'équilibre général dans la filière. Nous devons arriver à ce que cette coupe commence dans les temps qui ont été donnés. Mais avec un ordre de coupe de canne prévu dans moins de 15 jours, les syndicats accusent le coût. Pas d'avoir, depuis début un an, on toujours dit que nous ne pouvons pas bloquer récolte sucrière là. Ça a prouvé encore une fois pour qu'ils bitent. Nous avons vu que récolte, il y a date de récolte le 3, puis il passé au 9 pour quelle raison. Je ne sais pas de coupe qui a dit pour Paris. Ça a montré encore une fois que ce n'est pas nous qui avons bloqué. Pour nous, son stratégie, il y a besoin de mener nous en bateau pour nous arriver, pour nous trouver un protocole de désaccord le 9. Je dis encore, c'est là, c'est qui est sec. Butons nous-mêmes à pas de bloquer quoi que ce soit. Nous sommes des ouvriers de la filière. Simplement, ça nous commandé, c'est que nous devons connaître l'histoire à la filière canne. Si nous avons besoin de notre histoire écrite, nous savons qu'à pour nous faire. Si nous n'avons pas l'histoire là écrite encore, nous savons qu'à pour nous faire. Une page d'histoire qui devrait prendre fin 1 ou 2 jours avant le début officiel de la coupe. En attendant, aucune rencontre n'est prévue. Le salon de l'étudiant a ouvert ses portes aujourd'hui au WTC de Jarry à Bemaou. Sur place, une 60aine d'exposants à la disposition des futurs étudiants. Loïs Ignace. En pleine période de vœux, de nombreux jeunes font le déplacement au salon de l'étudiant. Objectif, passer sur les stands, se documenter et poser les bonnes questions. J'aime beaucoup travailler dans les matériels, tout ce qui est vidéo, en fait, pour filmer, caméra, justement. Et ça, depuis tout petit, ça m'a toujours intéressé. Donc là, je suis dans mon élément, donc ça me fait plaisir de trouver ce stand parmi tant d'autres. Je cherchais pour ma formation en secrétaire médical, donc quand j'ai trouvé IFACOM, j'ai voulu chercher exactement le stand et puis j'ai trouvé mon bonheur, comme on dit. J'ai trouvé mes questions et puis je suis très contente et puis je n'aurais pas passé en France. Du côté du CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, la nouveauté est la mise en place du site étudiant.gouv.fr. Là, cette année, il faut qu'ils aillent dans étudiant.gouv.fr. Et donc là, ils ont tous les services, ça fait tout ce que peut proposer le CROUS, hébergement, job, voilà, hébergement à l'extérieur, en dehors des résidences universitaires. Autre dispositif pour les étudiants qui doivent se loger. Alors la clé, c'est relativement récent. Donc c'est un dispositif qui permet aux étudiants qui ne peuvent pas fournir de garant de pouvoir quand même avoir une chambre en résidence sans garant. 7000 personnes sont attendues durant ces 3 jours pour cette 14e édition du Salon de l'étudiant au CWTC de Jarry. Et parmi les dispositifs pour retrouver un emploi, il existe le service civique. 30 jeunes se sont engagés aujourd'hui avec la ville de Sainte-Rose. Créé en 2010, le service civique permet aux collectivités et aux associations de recruter de nombreux jeunes entre 16 et 25 ans. Son statut faiblement rémunéré permet néanmoins aux jeunes engagés de faire valoir une expérience valorisante sur le marché du travail. Loïs Ignace. Miati et Kevi font partie de ces 30 jeunes qui se sont engagés durant 8 mois au sein de la collectivité de Sainte-Rose. Ils souhaitent tous les deux acquérir une expérience professionnelle. J'aime bien travailler autant avec les personnes âgées qu'avec les enfants de tout âge. Après, j'aimerais que ça débouche sur un travail, pas forcément à temps complet, mais au moins que j'ai un travail fixe pour pouvoir m'occuper des personnes âgées et des enfants à temps complet ou à temps partiel. Là, je viens tout juste de sortir d'une formation de plomberie au niveau du CRFP de Petit-Beau. Et grâce au service civique, c'est moyen pour moi de commencer à toucher la plomberie.
Ben, pour la suite, j'espère que ça va me permettre de développer un emploi au sein de ma commune, exactement à Sainte-Rose. Dans le cadre de sa politique, la ville de Sainte-Rose s'est portée volontaire pour l'agrément au service civique mis en place par l'État. Ces jeunes intégreront différents services comme le CCAS en ce qui concerne des actions de solidarité auprès de nos seniors sur le territoire, dans le cadre de l'éducation en ce qui concerne l'accompagnement à la scolarité pour les jeunes enfants, ainsi que pour l'aide aux devoirs et aux leçons, les NAPS maintenant qu'on dit, dans le cadre des activités du jeudi après-midi. Une fois le service civique effectué, la municipalité ne compte pas abandonner ces jeunes, bien au contraire. Notre objectif après, c'est de les accompagner, déjà durant ce parcours, de les accompagner dans le cadre de leur projet professionnel et de voir après un autre accompagnement sur un autre type de contrat. Une fois le service civique effectué, la municipalité compte accompagner ces jeunes dans leurs projets professionnels et les aider à un retour à la vie active durable. Dans un instant, journée de l'Académie dédiée à la recherche sur le patrimoine au Fort Fleur d'Épée. Et puis nous reviendrons sur la 5e journée du championnat de futsal qui s'est déroulée hier soir au Palais des Sports du Gosier. En Martinique, une campagne de sensibilisation sur les bons usages des huiles de vidange a été lancée. Ce matin, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en compagnie de ses partenaires, a présenté les enjeux de cette campagne. Selon une étude menée en 2013, un professionnel sur 3 est équipé pour stocker son huile. Le reportage de Loïc Régis d'ATV Martinique. Une tâche pas toujours facile à exécuter et souvent négligée par les professionnels, la collecte des huiles usagées. Depuis plusieurs mois, ce garagiste fait appel à une entreprise agréée en pompage d'huile de vidange, un partenariat gratuit qui lui change la vie. C'est plus facile pour moi de les appeler parce qu'avant, se déplacer à les déposer, c'est un petit peu difficile pour moi. Est-ce qu'on y pensait tout le temps justement? Pas tout le temps. La société E-Compagnie est la seule de Martinique spécialisée dans ce domaine. Une collecte qui concerne aussi les particuliers, mais qui reste avant tout destinée aux professionnels. Depuis 15 ans, le nombre de garages dits propres est en augmentation. Mais on a bien vu que les garagistes, surtout sur le mot d'ordre que c'est gratuit, ce qui fait que les garagistes, ils font de plus en plus appel à nos services. Aujourd'hui, je peux donner un chiffre, c'est plus de 300 garages qui sont collectés. Donc on a sur à peu près environ peut-être 350, vraiment 400 qui gèrent dans la production du usager. Donc vraiment, ça avance et c'est plutôt positif. Des chiffres encourageants, mais il reste des efforts à faire. Environ 2800 tonnes d'huiles usagées sont produites par an en Martinique pour 1200 tonnes collectées. L'ADEME lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour éviter les dépôts sauvages. Ces huiles ont un certain nombre d'impacts, impact sanitaire avec une potentialité cancérigène, impact pour l'environnement, impact pour les nappes phréatiques, impact également sur la qualité de l'air lorsque ces huiles sont brûlées, on va dire de manière un petit peu sauvage. Donc les risques existent, l'enjeu c'est d'en faire prendre conscience et puis tenter d'en prévenir. Les huiles usagées sont classées dans la catégorie des déchets dangereux. Le dépôt ou le rejet de ces matières dans le milieu naturel est passible de poursuites judiciaires. Permettre aux jeunes générations de mieux connaître son patrimoine communal, c'est l'objectif de la Bibliothèque départementale de Pray, en partenariat avec les médiathèques du réseau autour de la recherche documentaire et du patrimoine guadeloupéen. Elle a initié une matinée d'animation avec des classes de 8 établissements de la Guadeloupe au Fort Fleur d'Épée aujourd'hui au Gosier. Yvan Lemar était sur place. Connaître et promouvoir son patrimoine de manière ludique, voici l'objectif de cette première matinée d'échange qui a réuni 8 établissements venus des 4 coins de la Guadeloupe. Nous avons l'habitude, nous, Bibliothèque départementale de Pray, de travailler avec le réseau des bibliothèques et médiathèques municipales. Donc on a voulu que chaque enfant puisse s'approprier le patrimoine de sa commune. Et pour pouvoir faire cette action-là, nous avons voulu qu'une classe de chaque commune qui le souhaitait puisse trouver un élément de son patrimoine. Donc il a fallu faire la recherche sur le terrain. Ensuite, essayer de savoir s'il y avait des écrits sur cet élément du patrimoine. Donc faire une recherche documentaire. Utiliser les documents trouvés, les utiliser de façon à faire un texte qui soit utilisable, soit sous forme de slam, soit sous forme de scénette, soit sous forme de conte. La majorité des travaux a été présentée sous forme de scénette, un moyen d'allier la culture, la pédagogie et le plaisir. L'objectif, c'est que
on connaisse un élément du patrimoine, qu'on puisse, dans le cadre de la lecture-écriture, puisque en bibliothèque, on lit et on écrit, à l'école aussi, on lit et on écrit. Mais là, ça devient de la recherche documentaire, de la lecture et de l'écriture, plaisir. C'est pour que les enfants sachent que la lecture, c'est pas que scolaire, l'écriture, c'est pas que scolaire. On peut aussi prendre plaisir à lire et à écrire et présenter à l'ensemble des gens qui sont là quelque chose qui appartient à sa commune. Ma commune a ça. Je regarde ce que votre commune a, mais la mienne, c'est ça. Et c'est ce que je veux promouvoir. Du côté des élèves, cette matinée est un vrai succès. C'est une expérience à renouveler. On connaît déjà des choses, on a appris des choses dans la matinée, mais on va apprendre d'autres choses encore. Pour les plus petits, comme les plus petits, les CP, les CE1. J'ai aimé aussi participer et aussi aimer connaître d'autres patrimoines. J'ai trouvé très bien parce qu'ils avaient le temps, ils préparaient tous leurs affaires ensemble. Il n'y a pas une qui disait je ne joue pas avec l'autre. On a appris beaucoup de choses à travers les manifestations des autres. Et oui, donc ça nous a permis d'enseigner et en même temps de recevoir un peu ce que... Et moi je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir réuni des écoles, beaucoup d'écoles comme ça, qui ont préparé un spectacle, on dirait, pour nous, pour tous ceux qui sont venus voir aujourd'hui. Et je trouve que c'était très bien. Une deuxième édition de présentation d'un élément du patrimoine communal devrait avoir lieu l'an prochain. Hier soir se jouait la 5e journée du championnat de futsal au Palais des Sports du Gosier. 4 rencontres étaient au programme. Le leader du championnat, le Fax des Abîmes, s'est incliné face au Red Star de Pointe-à-Pitre, placé en 4e position au classement général. Retour sur ce match, comme si vous y étiez, avec Yvan Lemar. Le Fax, leader invaincu du championnat, affrontait le Red Star, 4e. Et dès le coup d'envoi, la Red Star met la pression. À la 4e minute, après une erreur de la défense du Fax, Ludovic Lupo ouvre la marque. « 1-0 pour la Red Star. 2 minutes plus tard, Bilal Bevis aggrave le score, 2-0 pour les Pointois. À la 12e minute, Bilal Bevis retrouve les chemins des filets et fait le break. Le score à la mi-temps, 3-0 pour la Red Star. En deuxième période, le Fax se reprend et à la 22e minute, Josué Cancel réduit la marque 3-1. Les Abémiens accélèrent et 2 minutes plus tard, Manuel Chaffort redonne l'espoir au Fax, score 3-2. La Red Star réagit. À la 28e minute, Nicolas Roth redonne de l'avance à son équipe, le score 4-2. Les Abémiens ne lâchent rien. À la 36e minute, Michael Burley réduit la marque 4-3. Le score ne bougera plus. La Red Star s'impose 4-3. Je crois que dès le début, j'ai dit que je visais la 4e place. On est 4e. On va essayer de se maintenir parce que derrière, ça pousse aussi. Donc l'objectif pour l'instant est atteint. Bon, c'est vrai que c'est un bonus pour nous parce qu'on avait surtout misé sur du spectacle, mais aussi une efficacité qu'on a retrouvée. Donc tant mieux pour nous. Mais rien n'est fini, il reste encore 3 journées et c'est très serré. C'est un match très engagé. On commence super mal le match en encaissant 3 buts en première mi-temps. Après, à l'orgueil, on va chercher, essayer de revenir dans le match. Après, c'est vrai que chaque erreur nous a coûté un but ce soir. On n'a pas l'habitude de prendre autant de buts, mais on est là pour apprendre et pour l'instant on apprend, on se fait plaisir et on espère que tout le monde s'est amusé ce soir. Plus tôt dans la soirée, le BFC de Bémao bat le Sporting de Bémao 6-0. Victoire de l'US Grandbourg 4-2 face à l'AS Carinage et match nul entre le Club Sport de Saint-François et le Zayanla de Mornalo. Au classement général, le GFC prend la tête du championnat, suivi du Fax, l'USGB et de la Red Star.
15 jours après sa disparition, José Brochant est toujours introuvable. Sa famille et la population de Goyave, qui s'était fortement mobilisée pour le retrouver, gardent espoir. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.